En fin d'après-midi, le 30 mars 1976, au 300 chemin du Golfe à l'île des Sœurs, à proximité de Montréal, on découvrit un fourgon blindé ainsi qu'une vanne volée. Un agent de sécurité ligoté et bâillonné fut aussi trouvé à l'intérieur du fourgon blindé. Sans surprise, ce dernier avait été vidé de son précieux contenu. Le deuxième véhicule laissé sur les lieux, une Ford de type Econoline volée l'année précédente, c'est-à-dire en 1975. Une surprise de taille, et c'est peu de le dire, attendait les enquêteurs en ouvrant les portes arrière. Une arme de très gros calibre, du genre qu'on prend pour abattre les avions, se trouvait en arrière montée sur un trépied. Cette scène de crime, ainsi que les éléments qu'elle contenait, constituerait la base de l'enquête sur ce que les journaux appelleraient, dès le lendemain, le coup du siècle. Parce qu'en effet, en braquant la Banque Royale quelques minutes plus tôt, les bandits avaient mis la main sur le plus gros montant jamais volé à une compagnie de convoi de fou. Ce vol, qui s'était déroulé sans accroc, était le résultat d'un plan élaboré sur plusieurs mois et qui avait été millimétré à la seconde. Cette enquête qui fut longue, mais quand même soldée par certains résultats, tout en gardant une part de mystère assez importante, vous verrez. Un peu plus tôt cette journée-là, coin Notre-Dame et Saint-Jacques, au centre-ville de Montréal, 3 convoyeurs de fonds faisaient leur travail, c'est-à-dire de transférer des liquidités de la Banque nationale située sur ce coin de rue à leur fourgon blindé dans la ruelle en arrière. Tout à coup, sortis de nulle part, 2 Ford Econoline firent leur apparition, une à l'avant et l'autre à l'arrière, question de bien bloquer le véhicule blindé en place, dans la ruelle. Les portes arrière de l'Econoline situées à l'avant s'ouvrirent et ainsi dévoilèrent la mitraillette de gros calibre qui servit à intimider les convoyeurs qui se trouvaient encore dans le fourgon. Les 2 agents de sécurité se rendirent bientôt à l'évidence, le blindage du camion ne serait pas suffisant contre la mitraillette. Ils débarquèrent donc du véhicule blindé et laissèrent le 3e convoyeur à la merci des braqueurs qui prirent leur place en avant. Le fourgon où prenaient place maintenant 2 braqueurs ainsi que le convoyeur ligoté et bâillonné ainsi que l'Econoline contenant la mitraillette partirent donc vers le 300 chemin du Golfe dont nous avons parlé plus tôt. L'opération n'a duré que 10 minutes tout au plus. Mais qui était cette gang de braqueurs dont on n'avait jamais entendu parler et qui a réussi un coup de maître ce jour-là? À cette époque, le milieu interlope montréalais était composé de plusieurs groupes assez distincts. À l'époque, la mafia calabraise de la famille Cotroni régnait en maître sur l'île de Montréal, sans compter aussi d'autres clans comme les Frères Dubois, qui étaient une sorte de pègre locale typiquement québécoise et qui faisait la pluie et le beau temps dans certains quartiers de la ville. Mais personne dans ces familles n'avait rapport avec le braquage dont nous parlons aujourd'hui. Ce coup savamment orchestré était signé de la main du clan Provençal. Mais qui composait le clan Provençal? On parle de 9 frères et sœurs, dont 2 n'étaient pratiquement pas criminalisés, les autres l'étaient à leur mesure. Et à leur apogée, il comptait aussi une douzaine de membres qui n'étaient pas forcément en rapport directement avec la famille. Même s'ils se faisaient plus discrets que la plupart dans l'échiquier du monde interlope, ils contrôlaient une partie de l'est de Montréal. Quand on parle de contrôler, on parle de l'extorsion, du racket, du pré-usureur, et même de trafic de stupéfiants à plusieurs niveaux. Sous la tutelle de Roger Provençal, l'aîné de la famille, assisté par son bras droit, son frère plus jeune, Bernard, dit Big Ben Provençal, la famille brassait déjà des gros sous à l'époque. Malgré quelques échecs, Roger, lui, fut pour sa part victime d'une tentative d'assassinat en 1968, tentative dont il esquiva les balles ou presque. Il fut touché à 2 reprises, mais réussit quand même à se rendre à l'urgence de lui-même, réitérant sa réputation de dur à cuire. Les 2 frères étaient taulards à mi-temps aussi. Ils furent arrêtés dans plusieurs affaires de stupéfiants. Big Ben, pour sa part, réussit à s'évader une fois du pénitencier alors qu'il était sous bonne garde lors d'un transfert pour une comparution au tribunal. Mais pour en revenir au cas du 30 mars 1976, le SPVM, c'est-à-dire le service de police de la ville de Montréal, mit sur le dossier le jour même pas moins de 7 enquêteurs qui se consacrèrent exclusivement à ce dossier. Un premier constat estomaqua les enquêteurs. La fameuse mitraillette lourde utilisée lors du braquage était en fait une réplique qui ne pouvait pas tirer du tout. C'était donc un leurre. À part le fait qu'ils aient été volés l'année précédente, les 2 véhicules utilisés par le braquage n'apportaient aucune autre réponse aux questions des enquêteurs.
Les dépositions des agents de sécurité travaillant pour la Brinks n'apportèrent pas non plus de lumière au dossier. C'est ainsi que l'enquête commençait rapidement à faire du surplace, manque de preuves et manque de dépositions. Malgré certaines déclarations des porte-paroles de la police qui étaient plutôt optimistes, il fallait bien se rendre à l'évidence. Ça allait prendre un certain temps avant de conclure cette affaire. On blâma plus tard aussi le service de police pour son manque de réactivité le jour du braquage. Toutefois, l'écosystème de la pègre montréalaise étant ce qu'elle était, à force de ratissage un peu partout dans les rues de la ville, des noms commencèrent à surgir. Et de fortes suspicions s'installèrent autour du clan provençal. Tant et si bien que des mandats de perquisition furent signés par un juge concernant certaines adresses d'intérêt. Toutes ces perquisitions se sont soldées infructueuses, sauf une. Un jeune, une petite frappe à la solde des Provençales, fut pris avec un montant assez substantiel. Un montant de 25 000 $ en espèces. C'est ainsi que les policiers passèrent les menottes au premier suspect dans cette affaire. Du haut de ses 20 ans, Régent Doff fut le premier à être interpellé pour le braquage de la Brinks de 1976. Ils arrêtèrent du même coup son associé, Michel Pilon, qui était lui aussi une petite frappe à la solde des Provençales. À force de persévérance, les enquêteurs au dossier avaient réussi à trouver une faille et maintenant il était le temps de l'exploiter. Pendant leur détention provisoire, l'un des deux individus, Régent Doff, chancelait un peu. Le jeune Régent Doff fut cuisiné par des enquêteurs chevronnés. Ils obtinrent des aveux partiels de la part du jeune homme, juste avant que l'avocat du clan provençal, une grosse pointure du milieu, c'est-à-dire le maître Frank Chauffy, un grand criminaliste connu à l'époque, les firent libérer sur le champ en échange d'une caution. Malheureusement pour certains, et heureusement pour d'autres, le mal était déjà fait. Les aveux partiels du suspect menèrent ensuite à l'arrestation de Roger et de Bernard Provençal, ainsi que de leur frère Jacques et de leur mère. Et malgré les 75 000 $ en liquidité qui furent trouvés à leur domicile, aucun de ces individus ne fut accusé de quoi que ce soit. Quelques années plus tard, au début 1980, le corps de Doff, enseveli sous de la chaux, fut retrouvé au milieu d'un champ de culture. Gilles Bourré, un tueur à gages notoire qui fut arrêté en 1981, reconnut l'assassinat de Doff. Effectivement, le tueur devenu délateur dit aux enquêteurs que Roger Provençal avait donné la somme de 75 000 $ pour qu'il passe à tabac Doff, mais l'opération ne s'est pourtant pas passée comme prévu. Doff mourut pendant le procédé. Dans tous les cas, l'opération avait pour but d'empêcher ce dernier de témoigner. Et ils étaient servis, maintenant que ce dernier était mort. Il s'avéra que Doff, simple petit voleur de voitures qui travaillait pour les Provençales, avait été mêlé à un projet qui le dépassait énormément. En procurant aux gangs les véhicules qui serviraient au braquage, il avait ainsi scellé son destin. Comme je l'ai cité précédemment, les Provençales n'ont pas été inquiétés plus que ça pour cette affaire par la suite. En fait, quelques mois plus tard, l'affaire fut classée par le SPVM et la Sûreté du Québec. Les mois passèrent, puis les années, et rien n'avança dans le dossier. Même dans les journaux, on écrivait que les coupables resteraient impunis indéfiniment. Cela aurait été le cas si ça n'avait été qu'en 1984, un individu nommé Julius Alter, quelqu'un dont on a très peu d'informations, selon mes recherches, mais pour le peu qu'on en sache, c'était un individu proche du milieu criminalisé et qui était blanchisseur d'argent pratiquement à temps plein pour les diverses organisations criminelles. Il s'occupait aussi de receller, c'est-à-dire de revendre des biens de grande valeur criminellement obtenus, comme des tableaux de grands maîtres volés. De par la nature du travail qu'il faisait, il fut sous enquête un bon moment. L'enquête qui comprenait filature, écoute électronique et tout le tralala. C'est ainsi que les enquêteurs découvrirent qu'il avait précédemment blanchi pour plus de 700 000 $ en titres et en obligations. Il a été aussi prouvé qu'il avait revendu par des intermédiaires un tableau du peintre Renoir d'une valeur de 300 000 $ qui avait été volé quelques années plus tôt. L'enquête sur M. Alter dura quelques années, si bien qu'en 1984, on découvrit qu'il avait aussi blanchi 500 000 $ provenant du vol de la Brinks. L'enquête ainsi que la présence policière autour de ce dernier rendit ses associés du monde interlope assez nerveux. Et c'est bien connu dans ce milieu, quand on en sait trop et qu'on risque de tomber,
Des fois, il est plus facile d'éliminer le problème à la source plutôt que de laisser un témoin gênant dans la nature. Julius Alter fut donc victime d'une tentative d'assassinat un soir de janvier 1984. Alors qu'il prenait place dans sa voiture, un tireur sortant d'on ne sait où le prit pour cible. Plusieurs coups de feu furent tirés sans toucher la cible. Par contre, ils réussirent à transpercer la vitre avant de la voiture de M. Alter. C'est avec effroi que cet homme, qui n'était pas typiquement du milieu, eut peur pour sa vie. Effrayé et constatant que ses anciens associés ne voulaient plus de lui et que ses jours étaient maintenant comptés, il vira sa veste et alla voir la police dans les jours qui suivent. Et quel pain béni fut-il pour la police, car il détenait des informations précieuses sur beaucoup de dossiers, dont le vol qui nous intéresse, c'est-à-dire le cas de la Brinks. C'est sans scrupule qu'il révéla aux enquêteurs les membres du gang de l'Ouest et de l'Est. Il nomma donc John Shepard et Donnie Ryan comme deux membres très influents du gang de l'Ouest, ainsi que Roger Provençal, Bernard Provençal, Michel Pilon et Régent Doff pour le gang de l'Est. Il s'engagea à témoigner ainsi qu'à fournir des preuves pour tous les dossiers dont il avait connaissance. Et comme une mauvaise nouvelle ne vient jamais seule, quelques années plus tôt, un braqueur qui avait été mis de côté par l'équipe du braquage de la Brinks de 1976 et qui en gardait une rancœur, offrit gentiment ses services à la police, acceptant de porter un body pack, c'est-à-dire un enregistreur personnel attaché au corps. Le nouvel agent double, prénommé Philippe Vanier, ramena son lot de preuves sur bande magnétique. En effet, en plus d'enregistrer ses anciens complices, figurait sur les bandes magnétiques aussi la voix de deux comparses qui n'avaient jamais été cités à l'enquête, sauf pour certaines choses. Roland Brunel ainsi que Gilles Lachapelle furent aussitôt rajoutés dans les personnes d'intérêt à l'enquête. Ces deux noms n'étaient pas inconnus des enquêteurs, mais pas comme des criminels dans ce dossier. Il s'agissait des deux agents de la Brinks qui n'avaient pas été kidnappés le jour du casse. À cet instant, l'enquête venait de faire un bond extraordinaire. D'abord étonnés, les enquêteurs comprirent alors pourquoi le braquage s'était fait sans heurts ni sans violence. C'est pour cela que le 30 mars, en après-midi, avec la complicité à l'interne, tout s'était si parfaitement déroulé dans ce qui relevait plus d'une chorégraphie que d'un vrai modus operandi. Évidemment, des perquisitions suivirent chez nos deux convoyeurs complices. Si on ne trouva rien chez Gilles Lachapelle, on trouvait des pièces d'or olympique ainsi que 12 000 $ en argent comptant chez Roland Brunel, à sa résidence de Saint-Hubert. Tranquillement mais sûrement, l'étau se resserrait sur les braqueurs du casse. Les cassettes ramenées par l'indicateur dévoilèrent aussi un complot. On apprit donc que le clan provençal avait comme projet à court terme de kidnapper Guy Lafleur, le joueur vedette du club des Canadiens de Montréal, l'équipe de hockey de l'équipe de Montréal, qui était alors en série éliminatoire dans le but de réclamer au club de hockey une rançon astronomique. Bien sûr, avec ces informations, les policiers mirent sous protection Guy Lafleur instantanément, ce qui fit avorter le complot. Franchement, on aura tout vu. Ces bandits n'avaient vraiment pas froid aux yeux. Étant maintenant entouré de repentis et d'agents doubles, on serait tenté de croire que le coup près de la justice allait bientôt s'abattre sur les frères Provençal. Mais non. Malheureusement pour les autorités, aucune preuve directe n'a pu relier les deux frères au vol de la Brinks. La chance leur collait au basque, disposant entre autres d'un des meilleurs avocats du moment, ayant fait le ménage dans les témoins gênants, ayant blanchi l'argent comme des professionnels, et ayant disposé de toutes les preuves de manière à ce qu'on ne les retrouve jamais. Ils avaient fait le ménage convenablement, comme on dirait. Les deux convoyeurs, pris pour complicité, sachant qu'ils n'avaient pas affaire à des enfants de cœur, ont décidé de garder le silence et de ne pas trahir leurs anciens associés pour le braquage. Les frères Provençal pouvaient dormir sur leurs deux oreilles. En fait, c'est relatif, car Big Ben Provençal, pour sa part, lui avait été arrêté en 1980. Il avait été accusé et reconnu coupable de complot pour faire entrer de la poudre au Canada. 10 kilos, en fait. En 84, il avait déjà 4 ans de purgé sur sa peine de 9 ans total. Roger, pour sa part, coulait des jours heureux, à l'air libre.
Il put continuer de gérer son clan d'une main de fer tout en profitant des avantages d'être millionnaire. Il ne fit jamais un jour de prison pour le casse de mars 1976, contrairement à nos deux convoyeurs, Brunet et Lachapelle, qui écopèrent de 4 ans de prison chacun. Alors, comment se conclut cette histoire? Comment termine le clan provençal? Du fond de sa cellule du pénitencier de Saint-Vincent-de-Paul à Laval, ayant été mis de côté à la suite de son incarcération, devant le refus de ses anciens associés de couvrir certains frais avec sa part non seulement des braquages commis par sa famille, mais aussi de toutes les autres magouilles dans lesquelles le clan trempait. Il décida de changer de vie et vira sa veste lui aussi, devenant un des délateurs les plus prolifiques au Québec. La délation était non seulement une vengeance, mais aussi une façon de raccourcir sa peine. Et des informations, il en avait. Ses aveux impliquaient 250 criminels. Il confessa les rouages des prêts usuraires et du racket. Une centaine de vols, dont des camions blindés. Des informations directes ou indirectes sur à peu près 120 meurtres. Et il admit avoir commandité à peu près 25 de ces meurtres. Bien sûr, son frère comptait dans les 250 criminels. Ça a eu pour effet de donner un bon coup de pied dans la fourmilière qui était le milieu interlope montréalais. Ce fameux milieu qui l'avait vu grandir, mais qui aujourd'hui voulait sa peau. D'ailleurs, 150 000 $ étaient donnés à celui qui abattrait la grande gueule de Provençal. Cela raccourcit sa peine de manière extrêmement conséquente. À un tel point que, alors qu'il sortait de prison, tous ses anciens frères d'armes y rentraient. Tout ceci se passait en 1984. Bénéficiant de la protection des témoins, il fut relocalisé à Grimby en Montérégie et rebaptisé Paul Bernard Robinson. Il se reconvertit en vendeur de véhicules d'occasion, mais ce ne fut pas sa dernière incarcération, car pas plus tard que l'année d'après, en 1985, il fut arrêté pour vol de voiture. Il fit d'autres allers-retours en prison aussi, entre autres pour une complicité après les faits, pour une histoire de meurtre. La dernière trace qu'on a de lui, c'est sa dernière libération en 2001. Après, on a perdu sa trace. Il s'est évaporé dans la nature et personne ne sait ce qu'il en est advenu. De son côté, son frère Roger fut incarcéré suite aux aveux de son frère, purgea sa peine, puis ressorti quelques années plus tard. Mais il resta toujours très actif dans le milieu. Contrairement à son délateur de frère Bernard, Roger lui coula des jours tranquilles et la documentation sur ce qu'il fit de sa vie après sa dernière incarcération est inexistante ou presque. Effectivement, contrairement à Bernard qui n'hésita pas à sortir un livre sur sa vie et sa carrière criminelle, il disparut complètement des radars. Il fit la manchette une dernière fois et ce fut le jour de sa mort. Pour d'obscures raisons, le 9 novembre 1992, sur rue Beaubien à Montréal, à la sortie d'un commerce, Roger fut assassiné à coups de mitraillette Kalachnikov en pleine rue. C'est comme ceci que s'éteint le chef et le cerveau derrière tous les magouilles du clan provençal de toutes ces années. Ceci marqua la fin du règne des Provençals. Son frère plus jeune, Bernard, qui à ce moment purgeait une peine de prison, et oui, encore une peine de prison, et malgré tout son ressenti, fut très affecté par la nouvelle quand il apprit ceci de son co-détenu. Qui vit par l'épée, meurt par l'épée. Il est mort comme il a vécu, dans la violence. Son frère, le jour de sa mort, avait encore 20 000 $ en poche. Il ne s'était donc pas trop éloigné des magouilles de l'époque. Et c'est sur cet assassinat qu'on peut tourner la dernière page de ce chapitre du grand banditisme québécois des années 70 à 90. C'est ainsi que se conclut l'histoire du clan provençal. J'espère que vous avez apprécié la vidéo. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner et à lâcher un beau petit pouce bleu parce que ça aide beaucoup. Puis ça montre que vous appréciez le travail et les recherches que je fais. J'ai l'intention d'en faire une série de vidéos sur des bandits connus de ces époques-là, l'époque où il y avait encore quelque chose à dire sur le crime et où les histoires étaient encore passionnantes. C'est incroyable parce que certains de ces individus-là ont des vies qui dépassent la fiction. C'est sûr, étant en plein apprentissage autodidacte, si vous avez des commentaires ou des conseils à me donner pour des futures vidéos, l'espace commentaire est fait pour ça. D'ici là, moi je vous souhaite une excellente journée. Prenez soin de vous
On se revoit très bientôt dans une prochaine vidéo. C'était Alexis White et je rends l'antenne.